Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors aujourd'hui, on vous emmène en voyage, mais un voyage sportif avec les compères de Lost in the Swell. Après avoir découvert les meilleurs spots de surf sur un petit catamaran aux îles Salomon, voilà reparti pour une nouvelle aventure, la descente de la côte ouest africaine en vélo et toujours bien sûr à la recherche des meilleures vagues pour surfer. Ronan Gladu et Ewen Le Goff sont en plateau pour nous parler de leur projet fou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc on en parle tout à l'heure ensemble, on a hâte et je ne doute pas que ce sujet va intéresser notre chroniqueur sportif Anthony Berthoud. Bonjour. Bonjour Pauline, quant à nous, on ira sur la glace, sur l'herbe et sur l'eau, un programme varié et équilibré en ce lundi. Mais oui, c'est super, ce sera tout à l'heure dans l'instant sport. Tout de suite, on démarre par un petit point sur l'actualité de ce lundi 22 février. Et ce dimanche, une centaine d'agriculteurs du Finistère s'est rendu devant le domicile de Jean-Yves Le Drian à Guidel, dans le Morbihan. Interpellant le président de région sur l'avenir de l'agriculture, les agriculteurs, à l'appel de la FDSEA et des JA, ont été stoppés par les forces de l'ordre. Le ministre n'était a priori pas dans sa maison morbihanaise. Les agriculteurs ont allumé un barbecue pour passer la nuit sur place. Et tout de suite, on écoute un exploitant de Moëlan-sur-Mer dont les propos ont été recueillis par Céline Lestrade de TB Sud. On aimerait bien savoir quel est son rôle aujourd'hui au niveau de notre région, qui est forte en agriculture, en agroalimentaire. Nous, on a besoin des gens justement politiques et de l'État à nous soutenir et à faire remonter ce qu'on demande. Nos revendications sont les mêmes depuis un an. On demande juste du prix dans nos élevages. Aujourd'hui, les mesurettes, on va dire, qui ont été annoncées par le gouvernement sont loin de nous satisfaire et c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pas ce qu'on demande. On ne demande pas des exonérations, des reports. On demande du prix à la production. Et le président de région Jean-Yves Le Drian, qui était aujourd'hui à Rennes en compagnie du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Ensemble, ils signaient un plan pour l'avenir de la filière porcine et nos collègues de TVR 35 étaient sur place. La région met sur la table en 2016 30 millions d'euros pour permettre aux agriculteurs dans la filière porcine d'investir sur la modernisation des bâtiments d'élevage, d'investir sur la méthanisation, puisque le ministre de l'Agriculture évoquait ce sujet et que le premier vice-président Loïc Chenet est particulièrement attaché à cette filière, d'investir aussi sur l'autonomie alimentaire. Cela fait un paquet significatif qui permettra d'avoir une perspective et de renforcer le rôle de la région Bretagne dans la production porcine. C'est 60% de la production française et c'est la première région en la matière. Je rappellerai que pour la Bretagne, en plus des 20 millions d'euros qui sont liés au pacte de responsabilité et au CICE, avec les annonces du Premier ministre de la semaine dernière, c'est 64 millions d'euros par an pour la Bretagne qui viennent en appui à la compétitivité des secteurs agricoles bretons. Alors que la construction d'un grand aéroport à Notre-Dame-des-Landes est au cœur des débats, les petits aéroports bretons, eux, peinent à survivre. Dans le sud Finistère, celui de Quimper-Cornouailles mise sur la proximité pour se maintenir. Feuille de route avec Camille Pochet. À l'aéroport de Quimper-Cornouailles, la compagnie Air France supprime son comptoir de vente de billets le 1er avril prochain. La décision est nationale. À Quimper, la direction a trouvé une solution pour garder ce service. L'annonce n'a pas été simple, effectivement, vis-à-vis des collaborateurs, mais tout de suite on a rebondi en fait, et j'ai pris contact avec Salin Holiday pour envisager ce partenariat. Le groupe prend à son compte l'émission de billets. En tant que gros acteur régional très attaché à l'économie locale, nous souhaitions contribuer à les aider pour rester présents à l'aéroport de Quimper pour la délivrance de billets. Le restaurant de l'aéroport est aussi repris et rouvre dès le mois de mars. Objectif, garantir la proximité avec les quelques 80 000 passagers qui fréquentent l'aéroport chaque année. Aujourd'hui, en fait, l'équilibre est compliqué et plutôt côté négatif. À Quimper, 25 personnes travaillent à l'aéroport. Vinci, gestionnaire du site, veut croire en l'avenir. Économiquement, les équilibres sont à la hauteur ou à l'échelle de ces aéroports. Le principal, c'est que le service soit un service de proximité. Vraiment, l'idée, c'est qu'à travers ce type de partenariat,
que ce soit avec le restaurant, donc avec le Tarmac, qui va ouvrir le 1er mars, ou avec Salin Holidays, qui va au 1er avril proroger le service et élargir le service d'émission de billets, c'est que nos clients trouvent au sein de l'aéroport Quimper-Cornouailles le service de proximité qu'ils attendent de ce type d'aéroport. L'aéroport de Quimper-Cornouailles et ses 3 rotations par jour parient donc sur la proximité pour se maintenir. C'est la saison des gras dans le Finistère. Depuis début février, les défilés s'enchaînent. Ce samedi, c'était au tour de Pont-l'Abbé de parader au rythme des fanfares. On regarde le reportage de Camille Pochet. Dans la cour du château de Pont-l'Abbé, princesses et pirates se sont donné rendez-vous. Fanfares, déguisements et confettis, les gras battent leur plein. De Batman à chinoise, chacun a son déguisement. En sorcière, en pompier, en princesse la reine des neiges, chevalier. En bourdon. Parce que c'est le carnaval. Et son moment préféré. De voir tout le monde déguisé, c'était sympa. On a bien rigolé, on a dansé tout le long. Regardez le bonhomme qui brûle. Du château au centre culturel du Triskel, Pont-l'Abbé résonnait au rythme des percussions ce samedi. Le comité d'animation de Pont-l'Abbé proposait ensuite un spectacle gratuit et un goûter. Le coût de ces gras, entre 1 500 et 1 700 €. C'est une date importante déjà pour les jeunes, c'est familial quoi. C'est un public familial qui tous les ans vient nous rejoindre. On essaye aussi d'élargir un petit peu, c'est-à-dire de proposer aussi aux autres habitants des autres communes environnantes de venir se joindre avec les Pont-Labistes. Les organisateurs des gras de Pont-l'Abbé en conviennent, ils ne sont pas encore au niveau de leur cousine Douarnenez. Les gras, c'est quelque chose qui est fêté dans beaucoup de villes. Hein. Bon, c'est vrai que pour ne pas la citer, la plus grande ville de la région qui fête bien les gras, c'est bien Douarnenez. Je pense qu'on a un petit peu des petits joueurs quelque part, mais bon, peut-être un jour, si on avait d'autres moyens, on pourrait peut-être rivaliser. Si les organisateurs attendaient 1 millier de personnes comme l'an dernier, ils seront finalement 400 à profiter des animations ce samedi, tous réunis à l'arrivée du défilé pour regarder le Den Pillawer qui brûle. Et ce week-end, il y avait aussi du sport dans le département. On voit ça tout de suite avec Anthony Berthoud. Et Anthony, on démarre avec du hockey sur glace et les playoffs qui commencent très mal pour les Albatros de Brest. En effet, Pauline, les joueurs de Sébastien Oprandi qui se sont inclinés lors de leurs 2 premières confrontations de quart de finale élite contre les Ducs d'Angers. On voit ici les images. Vendredi soir, les Brestois ont concédé leur première défaite sans appel, 6-2. Dès le lendemain, bis repetita, avec cette fois-ci une défaite 5-2 pour les Brestois. Ils sont donc menés 2-0 après ces 2 matchs. Dans cette série de matchs face à Angers, où rien n'est perdu pour autant, puisque en effet cette semaine, les Albatros joueront 2 fois à domicile de suite. Ce sera mardi et mercredi soir 20h au Rinclay Stadium et ils peuvent donc revenir à égalité. On se rappelle de leur très bon parcours en saison régulière, sachant qu'ils espèrent surtout obtenir le match d'appui qui aurait lieu dans ce cas-là samedi soir du côté d'Angers. Et puis côté football, le Stade brestois n'a pas réussi la passe de 3 vendredi soir face au Red Star. Oui, les Brestois qui restaient sur 2 victoires consécutives en Ligue 2 ont cette fois trouvé du répondant en face. On voit ici l'équipe du Red Star qui est venue battre les Brestois 1-0 à Francis Leblay avec une première mi-temps dominée par les Odoniens, les joueurs de la banlieue parisienne. Et ici, l'immanquable raté par l'attaquant Ngamoukol. Mais c'est en deuxième mi-temps que tout va basculer avec cette action où on croit qu'il y a une faute sur le Brestois Manuel Pérez. L'arbitre non seulement ne siffle pas la faute, mais siffle corner. Sur le corner, c'est le Red Star qui va ouvrir le score. On va voir cette tête signée Pierrick Kroos qui va tromper Johan Hartog. Et le match qui bascule sur cette action-là. Et les Brestois qui ne parviendront pas à revenir dans la partie, qui concèdent donc cette défaite à domicile qui les fait chuter à la 10e place du classement, tandis que le Red Star, pour sa part, monte sur la 3e marche du podium. Alors c'est forcément un résultat frustrant et décevant pour Alex Dupont, le coach brestois, qu'on va tout de suite entendre. Dommage d'être battu sur une faute d'arbitrage. J'ai envie de dire, encore une. On n'est pas gâté depuis le début de saison. Maintenant, on est tombé quand même ce soir sur une équipe du Red Star qui, à mes yeux,
Bon, et la meilleure en tous les cas qu'on ait rencontrée cette saison, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, vraiment une très très bonne équipe. Simplement, ce qu'on peut regretter, c'est sur nos 20 premières minutes, dans l'entame qui est bonne, qu'on n'ait pas été devant, plus tueur devant, plus tranchant devant, sur des occasions qu'on s'était créées. Ça les aurait certainement perturbés. C'est le regret que j'ai sur ce match, c'est qu'on n'a pas été dans nos moments forts, et en particulier en début de match, on n'est pas su concrétiser. Voilà, et donc les Brestois qui tenteront de se rattraper vendredi soir du côté de Metz. Très bien, Anthony. Et puis un événement canoë-kayak ce week-end. Les Bretons étaient en forme aux Roches du Diable. Oui, cette épreuve phare du calendrier breton. On le voit ici à l'image, des images spectaculaires où il y avait la Coupe de France de National 1 avec des épreuves de slalom et de descente. Alors en K1 slalom, la victoire est revenue à un Vauclusien. Ce n'est pas un Breton, mais en C1 homme, la victoire, là, en revanche, est revenue à Eder Le Ruyette, originaire de Lochrist. En C2 homme aussi, à noter la belle performance du tandem Yves Prigent-Loïc Kervella, qui finit en tête du classement, tandis qu'en descente en K1 femme, on trouve aussi une Bretonne, Charlène Le Corvézier de Guerre-les-Dents, qui s'est imposée. Mais on va surtout revenir sur cette course C2 hommes, puisqu'il y a un Finistérien, Loïc Kervella, qui est originaire de Quimper et qui est un grand espoir du canoë français. Il espère même se qualifier pour les JO 2016 de cet été à Rio. On va d'ailleurs l'écouter au micro de Camille Pochet. J'étais en Australie en début janvier, là on a passé 3 semaines, un mois. Et là de revenir à la maison, de voir tout le monde sur un bassin qu'on affectionne particulièrement, nous les Bretons, ça me fait plaisir de venir naviguer ici. Je dis, il y a les amis, il y a la famille, on revoit un peu tous les kayakistes français qu'on n'a pas vus tout l'hiver. Et puis ça permet aussi d'aller se jauger un peu par rapport à la concurrence. On va viser les sélections olympiques cette année, donc qui se dérouleront en avril à Pau, la 2e semaine. Et puis on termine, Anthony, avec un rendez-vous handball à ne surtout pas manquer. Oui, ce sera samedi soir sur notre antenne, le prochain match du BBH, le Brest-Bretagne handball en D2 féminine. Les Brestoises qui vont recevoir Mérignac avec un seul objectif, c'est de gagner pour conforter leur première place au classement de cette D2 féminine. Donc 20h30 sur TBO, samedi prochain. À ne pas manquer. Merci beaucoup, Anthony. Et puis tout de suite, on va retrouver nos invités pour parler d'un cocktail sportif surprenant, surf et vélo. Ronan Gladu et Ewen Le Goff, avec votre copain Aurélien, vous avez une passion commune, le surf. Mais loin de vous contenter des belles vagues finistériennes, vous êtes en quête depuis quelques années maintenant des spots de surf les plus étonnants de la planète. Loin d'aimer la facilité, vous vous isolez par exemple sur une île déserte de l'océan Indien, puis vous partez dans les îles Salomon, au nord de l'Australie, sur un petit catamaran, alors que vous n'avez quasiment jamais fait de voile. Et puis là, c'est reparti pour un nouveau périple. Juste avant d'en parler, on regarde. C'est aussi efficace que ça me donne de style. Bon, ça y est, on s'est enfin décidé à repartir. On laisse Goalas de côté pour cette fois, parce qu'on est à la recherche de vagues de plage, des beach breaks, comme disent les Américains. Et pour explorer la plage, on s'est dit qu'en bicyclette, ce serait super pratique. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous faites des réunions après chaque projet où vous vous dites comment on peut faire un projet encore plus dingue, plus difficile que celui d'avant, où on peut se faire encore plus mal? Et ouais, comment ça se décide ce genre de choses? Bah ouais, les réunions elles se font un peu naturellement dans la voiture en allant surfer. Ouais. Et ensuite. Mais il y a eu cette volonté de mettre la barre toujours plus haut. Pas plus haut, peut-être différemment. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on voulait pas repartir avec le bateau. On voulait changer un peu, on voulait accéder différemment à d'autres vagues. Donc c'est pour ça que de fil en aiguille, on s'est enseigné des moyens de transport qu'on pouvait utiliser, toujours respectueux de l'environnement. Ouais. Et donc de fil en aiguille, on a trouvé ces vélos particuliers donc, qui ont des grosses roues et qu'on appelle les fat bikes. Donc c'est parti de l'idée du vélo ou de l'idée de l'Afrique de l'Ouest? Ronan. C'est plus le spot de surf, en fait, les vagues. On est Parce vraiment... que vous cherchez, à la base, c'est ça, c'est quand même la quête d'un spot extraordinaire. C'est vraiment notre excuse principale, on va dire. Et je fais surtout Ewen qui avait fait cette remarque, c'est très difficile pour un surfeur d'arriver en bateau derrière les vagues, en fait. Il faut regarder les vagues de l'autre côté. Et du coup, là, on cherchait vraiment un moyen pour être vraiment devant et tout le temps en permanence devant les vagues. Donc, du coup, d'où le vélo, quoi. En fait, c'est ça, à chaque fois, pour des illusions, on s'est dit, donc on est parti survivre sur l'île. On s'est dit que ça serait quand même mieux si on avait un bateau.
parce qu'on s'était rendu compte que c'était difficile d'accéder aux îles. Pour les Salomon, donc on avait bateau. On s'est dit, par contre, c'est dur de voir les vagues de derrière. Et donc là, cette fois-ci, on espère avoir le bon moyen de transport. Mais ça n'a pas l'air facile. Alors pour vous entraîner, vous avez parcouru la côte Aquitaine à l'automne. Pourquoi la côte Aquitaine? C'est ce qui ressemble plus aux plages d'Afrique, Ronan? Tu parles mieux de... On voulait s'entraîner, on voulait se confronter un peu à la réalité pour voir ce qui allait pas, si ça marchait, si nos mollets étaient assez puissants pour transporter nos 45 kilos de matériel. C'était dur. On s'en est rendu compte à la première dune, surtout quand ça monte. Pédaler dans le sable. Ouais, quand ça monte et surtout quand le sable est mou. Ouais. Très très mou. Donc les vélos marchent bien, mais le truc c'est qu'on a une remorque bien chargée. Donc, Alors les vélos justement, c'est pas des vélos comme Monsieur Tout le Monde non plus, c'est des fat bikes. Voilà. C'est quoi la particularité? On peut parler un petit peu de ce support. Vas-y. La particularité, c'est qu'ils ont vraiment des roues qui sont très très grosses, beaucoup plus grosses que n'importe quel vélo. Et les gens s'en servent pour aller dans des endroits très très boueux ou beaucoup dans la neige. En fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour aller dans la neige et il y a un petit peu dans le sable. Donc c'est pour ça qu'on a voulu chercher ça. Et c'est quelque chose qui est assez récent, qui est de plus en plus utilisé. Et après, nous, les vélos qu'on utilise, en plus d'être des fat bikes, ils sont faits en bambou et en lin. Donc il y a cette fibre écologique qu'on retrouve qu'il y avait dans Gwalas, votre petit catamaran éco-construit. C'est vos aventures, c'est pas qu'une histoire de surf. Vous prouvez quelque chose, il y a un engagement de votre part? C'est trop loin de dire ça. Alors on n'est pas scientifique ni rien. Nous, on peut juste utiliser ces moyens de transport-là, mais c'est vrai qu'on essaye d'y apporter à chaque fois un aspect environnemental. Donc de par l'éco-construction de Gwalas. Et donc on a trouvé ça sympa, ça nous a vraiment plu et donc on voulait apporter ce côté-là également au vélo. Donc on s'est renseigné de savoir qui faisait des vélos en bambou. Donc on est tombé sur une petite entreprise française qui s'appelle Inbo, qui font des vélos en bambou dans les Vosges. On les a contactés, on leur a demandé s'ils pouvaient nous faire des fat bikes en bambou. Donc c'est sur mesure en fait, ils les font pour un projet en particulier. Alors donc ils nous ont dit oui on peut vous les faire, mais on vient d'en faire 3 à 3 potes un peu comme vous qui viennent de partir faire une aventure avec. Donc il y a là leur collectif comme nous, c'est Lost in Swell, eux c'est Solid Dream. Donc ils ont déjà fait un tour du monde pendant 3 ans à vélo. Et suite à ça, donc ils se sont fait construire les fat bikes. D'accord. Donc on les a contactés, on leur a expliqué nos projets. Et ils nous les ont prêtés pour la partie D'accord, externe. donc l'entraînement c'était avec les vélos des autres et vous aurez vos vélos à vous? Non, on aura toujours ce sera toujours cela. Donc ils continuent à nous les prêter pour la suite. Pour continuer sur la fibre écologique, vous transportez des panneaux solaires en plus, vous tirez un panneau solaire, c'est Ronan qui s'occupe de ça. Ça va loin quand même dans la surf alors le truc qui était extrêmement frustrant là, c'est que les gens ils voyaient passer eux deux en premier avec leur planche de surf, ils disaient oh c'est bien les gars, moi j'arrivais derrière. Ils disaient oh regardez là, il a un panneau solaire. Il faut préciser que c'est Ronan qui filme. Toutes les images qu'on voit, c'est Ronan qui les filme, qui les monte. Donc forcément, on ne le voit pas beaucoup à l'image. Mais lui aussi, il a un vélo. C'est pas en moto derrière. Avec un panneau solaire pour recharger les batteries de mes caméras. Sauf que tous les gens que j'ai croisés étaient persuadés que j'avais un vélo électrique en fait. Ah oui. Donc ils sont tous ah lui il triche, il a un vélo électrique alors que non en fait. Parce que vous alliez tellement plus vite que les autres, c'est ça? Non justement au contraire j'étais loin derrière. Combien de kilomètres par jour vous parcourez avec les fat bikes? Je crois que le mieux qu'on ait fait c'est 27 km dans une même journée. Ouais. Sachant qu'on est obligé de compter avec la marée parce que quand la mer était pleine et haute c'était très compliqué pour nous d'avancer. De pédaler dans le sable mou comme disait Ewan tout à l'heure. 46 kg moyenne, on voit sur une image, vous traînez 70 kg à un moment donné, Ewan, derrière le vélo. C'est le vélo, la remorque, plus le matériel, ça fait 70 kg. Ouais. Comment vous avez fait le choix? Qu'est-ce que vous mettez? Donc les planches de surf, j'allais dire, c'est quoi le strict minimum? Forcément les planches de surf pour ce projet-là. Voilà. Vous emmenez quoi à manger? Alors, donc le minimum vital, on va dire un réchaud, donc de l'eau. À manger, donc ça c'était vraiment une fois qu'on avait fait toute notre remorque, on pouvait voir qu'est-ce qu'on pouvait caler en plus. Mais sinon c'était un sac de couchage, une tente, une combinaison, donc le réchaud, la popote. Et ça monte vite tout ça en fait en poids quoi. Bah ouais, en poids et en volume parce que la remorque mine de rien c'est assez limité.
Sachant que moi, j'ai rien de tout ça dans ma remorque et j'ai que du matériel pour filmer ou faire des photos. Donc c'est eux qui transportent... son matériel. C'est ça. On voit que vous êtes devenus la dernière fois des as de la pêche avec vos dernières aventures. Il va falloir encore une fois que vous pêchiez pour vous nourrir. Sur les plages, ça va être dans les grosses vagues aussi. Enfin, cette côte ça va être plus difficile que c'est les différent. petites îles. Ouais, c'est différent que le bateau, mais les eaux où on va aller sont encore une fois apparemment très poissonneuses. Des nouveaux poissons à découvrir comme à, comme à chaque fois. Voilà. Ça nous fait un petit peu peur, ça, certains gros poissons avec des dents qui peuvent être dangereux. À la différence des îles Salomon, où vous cherchez des vagues en pleine mer, là vous cherchez des vagues de plage, on l'entendait dans la petite bande-annonce tout à l'heure. Quelle est la particularité de ces vagues, et en particulier en Afrique? Donc ces vagues-là, contrairement à des vagues de roche, c'est des vagues qui bougent. Donc les bancs de sable ne sont pas toujours au même endroit, donc c'est vrai qu'avec différentes tempêtes ou courants, ça peut évoluer. Donc il y a ça, et donc elles sont encore moins cartographiées, on va le dire. C'est encore moins visible vu de Google Earth, vu que c'est notre seule source d'information sur l'endroit où on va aller pour l'instant. Et donc voilà, donc il y a un peu plus d'inconnu encore. Ce qu'on on attend beaucoup dans les vidéos, au-delà des belles images de Ronan, évidemment, qu'on découvre d'ailleurs depuis tout à l'heure, c'est ces petits moments entre copains qui font qu'on vous suit un peu comme des personnages de série. Est-ce que vous en êtes conscient de ça? Enfin, peut-être plutôt Ewan, puisque finalement Ronan apparaît moins devant la caméra, mais Ronan doit en jouer aussi, j'imagine, au montage. C'est vraiment de retrouver un peu des copains comme on regarde dans une série américaine, et vous en jouez de ça sur place ou... En fait, le truc, c'est que vu que c'est Ronan qui nous filme, que c'est pas un caméraman tierce, on est vraiment entre potes, quoi. Donc qu'il y ait la caméra ou pas, on réagit naturellement. Ouais. Donc franchement, quand on tourne, on pense pas. Voilà, c'est pas de la comédie. C'est très naturel. C'est du feeling. Ouais, voilà. On va regarder tout de suite, Ronan, un petit extrait de ces petits moments entre amis. Peut-être pris la main dans le sac. Mais pas du tout, je suis en sur-contrôle là. Je te montre. Regarde. Vas-y, regarde, je te montre. Donne-moi le boulgure. On est perdu dans le fin fond du trou du cul du Médoc. Et ça, mon petit Ronus, ça fait la diff. C'est très minimal. J'ai activé du patron. Pas d'étiquette. Génial ça. Pas d'étiquette. Parfait. Alors on visse et on débouche. Oh génial. On a déjà hâte que vous partiez en Afrique pour suivre tout ça, même si j'imagine qu'il y aura moins de route des vins par là où vous allez passer. C'est à chaque fois de belles rencontres. Est-ce que vous gardez des contacts avec les gens que vous rencontrez comme ça aux quatre coins du monde ou aux quatre coins de France pour ce cas-là? Oui, vachement. On essaye, ça s'entretient après les contacts, mais on a des contacts avec des gens qu'on a rencontrés, bien sûr, que ce soit des surfeurs ou des non-surfeurs, sur ce qu'on vient de faire dans les Landes et en Aquitaine. Et j'ai encore des contacts aujourd'hui avec des gens des îles Salomon, et je suis encore en train de faire des recherches pour eux, donc ouais, si, on a... Ça s'arrête pas à la fin du film, quoi. En général, c'est des rencontres qui sont assez fortes, donc qui durent un petit peu si on les entretient, quoi. Pour financer ce projet, il vous manque encore de l'argent. Comment peuvent faire les gens qui veulent vous soutenir? Oui, c'est un peu le nerf de la guerre, mine de rien, il faut un peu d'argent pour partir. Et, du coup, on est à la recherche de partenaires. Et donc, on en a qui nous suivent depuis nos dernières aventures, qui nous refont confiance. Et ensuite, les gens, ils peuvent nous aider simplement déjà en regardant nos vidéos, en s'abonnant sur la chaîne YouTube. Et aussi, financièrement, ils peuvent aller venir nous acheter des DVD, des t-shirts. Tout ça, on retrouve de toute façon sur votre site internet. Voilà, toutes les infos. Ce sera l'occasion de jeter un coup d'œil à tous les autres épisodes si vous ne les connaissez pas des Lost in the Swell. Voilà, merci beaucoup. Et donc, le site internet, bien sûr, lostintheswell, tout attaché.com, ça s'est affiché sur l'écran. Merci donc, et nous, tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mardi à 20h45 sur TBO, découvrez Pavillon 10, un documentaire qui revient sur l'épidémie de variole à Vannes durant l'hiver 1954. On regarde un extrait. Pour les médecins vanntais, il ne fait plus aucun doute que le patient zéro, le premier malade de cette épidémie, est bien le petit Daniel. Seul son père,
le sergent de Bunny a pu transporter le virus depuis l'Indochine jusqu'à la petite maison de sa famille à Vannes. Mais comment expliquer que cet homme, membre de l'armée française, donc forcément vacciné, ait pu véhiculer le virus sur 9000 km ? La presse désigne le vecteur du virus. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.